Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile Doménibus. Vous avez l'air en pleine forme, encore plus pétillante que d'habitude. Ah bon ? Ah oui. Bon, bah écoutez, je joue bien la comédie alors. Non, mais vous êtes très pétillante avec cette nouvelle formule, ma chère. C'est vrai, je pétille. Vous n'étiez pas, triste avant. Non. Mais on sent que c'est mieux. Bah écoutez, c'est-à-dire n'être plus directement à côté du dodu. Bah oui. Alors, pour vous dire, physiquement, j'ai plus de place. Bah, forcément. C'est ça. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, je vous écrasais à chaque fois contre les tours qui portent mais les ce caméras. double rôle lui va bien aussi. Ouais, et vous avez le bourrelet lourd. C'est ça que je voulais vous dire. Non, j'ai beaucoup maigri. Oui, bon bah. Ah bon ? Qui vous l'a dit ? Quelle année ? C'était. Ma balance. D'accord. Faut mettre l'autre pied, Philippe. Faut mettre les deux pieds. C'est ça le problème. Avec autour de cette table, vous l'avez entendu, Philippe Bilger qui est avec nous. Bonsoir Philippe, merci d'être là. Ah ben un bonheur. Luc Gras, politologue, est avec nous aussi. Ça va, bonsoir Luc ? Cécile, très bien. On Bonsoir est content, Philippe. on est content. Bonsoir. Vous n'avez pas dîné ce soir, parce qu'à chaque fois que vous venez, il faut que vous partiez en courant parce que vous avez un dîner. Le lendemain, vous nous appelez en disant je me suis fait gronder, donc il faut qu'on arrête. Donc ce soir, c'est 19h15. Ça va aller pour vous ? Je crois que j'ai réservé pour nous au restaurant à 19h15. Ah bah écoutez, très bien. Écoutez, Quand je finis y sur la sera. 30, il faut les prévenir qu'il y aura du retard. Oh, écoutez, vous êtes désagréable, Philippe David. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur pas mal de choses, sur cette humiliation pour la France, qui, en tout cas les États-Unis, qui demandent la féminité, de vérifier la féminité de Brigitte Macron. Oui. Alors, est-ce une humiliation pour la France de devoir prouver la féminité de Brigitte Macron ? Vous dites oui à 57%, oui, parce que elle fait un procès à Candace Owens, une influenceuse américaine qui raconte bien souvent n'importe quoi. J'ai quelques billes à donner pendant le débat. Mais finalement, la bonne question, une des questions, est-ce que face à des rumeurs délirantes, le mieux, ce ne serait pas le mépris ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et puis on reviendra sur ces deux attaques de policiers par des jeunes. Gérald Darmanin, garde des Sceaux démissionnaire, appelle à des peines minimales et immédiates de prison ferme, notamment pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux médecins, aux pompiers et j'en passe. Et à cette question, c'est ce que dit Darmanin, faut-il une incarcération immédiate des agresseurs de policiers, gendarmes, pompiers, magistrats et soignants ? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Mais moi, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes très massivement pour ? Ça concernerait aussi les mineurs, l'incarcération immédiate, parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui agressent les forces de l'ordre. Vous êtes force de l'ordre, vous êtes magistrat. Venez témoigner au 0826 300 300. Allez, c'est le grand débat. Les reines de France, par exemple, accouchaient en public, non pas pour donner en pâture leur intimité, évidemment, mais pour s'assurer que, l'enfant qui était né, serait bien celui qui assurerait la continuité dynastique, qu'il n'y ait pas de substitution d'enfants. Il y a deux positions, ou du moins deux niveaux d'analyse. Ceux qui restent au simple niveau juridique et judiciaire, et ils ont raison, la charge de la preuve n'incombe pas à Brigitte Macron. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, pensent que dans l'intérêt de la France, de mettre fin à cette rumeur en apportant une preuve massue. Les vraies voix Sud Radio. Donc je rappelle cette information, Emmanuel Macron et sa femme Brigitte vont donc présenter des photographies et des preuves scientifiques à une juridiction américaine, Philippe. Ça va loin, hein ? Oui, bien sûr, mais il faut voir que c'est le couple Macron lui-même qui a changé de stratégie. Pendant un certain temps, le couple Macron, comme le suggérait Philippe, a traité ça par l'indifférence, même s'il devait toucher intimement, voire par le mépris. Parce que pour rappeler que ça existe depuis 2017. Quand oui, même. Et le président, il y a quelques mois, a indiqué qu'ils avaient décidé de changer de méthode parce que c'était devenu insupportable et donc il avait indiqué qu'ils allaient réagir judiciairement à chacune des attaques. Et ce qui se passe là, évidemment, est très humiliant pour la première dame, mais je dirais la conséquence logique de cette volonté présidentielle de ne plus laisser passer cette ignominie. Alors, la question qui se pose, déjà, faut voir d'où vient l'ignominie. Candace Owens, je suis allé voir quelques-uns de ses états
de ces États, je dirais. À la base, ça vient pas d'elle. Ça vient d'Amandine Roy et Natacha Ray, qui ont été d'ailleurs coupables en diffamation en première instance. Mais elles ont fini Philippe et elles ont été relaxées là au mois de juillet. Au nom de la liberté d'expression, je te trouve hallucinant parce que quand même, comme Candace Owens, elle a dit pour parler de Josef Mengele, celui qu'on appelait à Auschwitz l'ange de la mort, quand même, qui a fait des expériences absolument... Enfin, non, c'est pas des expériences, c'est des mutilations, il n'y a pas d'autre mot, des massacres sur des jumeaux. Elle a dit que ça lui paraissait complètement absurde et que c'était de la propagande bizarre. Vous voyez un peu. Mengele qui a fui parce que sinon il aurait été... alors lui il serait passé au procès d'Auschwitz ou à Nuremberg, il aurait été pendu, il n'aurait eu que ce qu'il méritait, mais ça c'est mon point de vue. Mengele qui a fui au Brésil, qui est mort au Brésil en 79, on l'a prouvé. Vous parlez de Brigitte Macron. Non mais attendez, qu'une femme ose dire ça de Mengele. Oui, mais non mais ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Ça veut dire que c'est même quelqu'un de particulièrement abject. Et moi je crois que porter plainte, pourquoi pas, mais la traiter par le mépris, c'était beaucoup mieux. Ils l'ont fait. Oui, mais ils l'ont fait. Et ça n'a servi à rien. Pardon. Mais je vous en prie, il y a dans ce pays, on le sait, toute une frange de la population complotiste et qui essaye toujours de faire du mal au pays, qui est parfois d'ailleurs orchestré par des puissances étrangères. Faut oser le dire. Il y a des puissances étrangères qui essayent de déstabiliser la démocratie française et par exemple de dire que Madame Macron est un homme est un angle d'attaque. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de cet angle d'attaque pour pouvoir critiquer de manière beaucoup plus saine Macron, sa politique et son entourage. Donc je trouve que c'est totalement répréhensible d'attaquer Madame Macron. Moi je suis clair là-dessus, c'est inadmissible, c'est complètement insensé, ça fait partie de ces véhicules complotistes pour déstabiliser le pays et donc à ce titre, c'était extrêmement condamnable. Voilà, s'en prendre à cette femme, c'est de la manipulation pour essayer aussi d'atteindre évidemment le président. Vous savez, j'ai regardé les antécédents, bien entendu, Michelle Obama, pareil, elle a eu le même problème de rumeurs infondées qui prétendaient qu'elle était un homme. Hillary Clinton, la même chose. Et vous vous souvenez quand même le couple Pompidou où on racontait... il y avait des photos dans des parties. L'affaire Markovitch. Oui, c'était un coup monté, l'affaire Markovitch, par les adversaires de Pompidou au sein de son propre parti. Oui, c'est de la rumeur, c'est coup monté, c'est de la déstabilisation quand même. Ceci étant bien sûr, Cécile, mais comme le dit très bien Luc, à partir du moment où une personnalité publique, encore plus aujourd'hui, on peut être à peu près sûr qu'à un moment donné, avec les réseaux sociaux et le complotisme qui est inhérent à certaines personnalités, on aura des choses sordides qui sortiront. Mais pas besoin d'aller chercher les politiques. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, on en parlait ce matin au téléphone, Cécile, la rumeur qui disait que Sheila était un homme. Oui. Alors j'ai croisé Sheila, j'ai parlé avec elle, elle est absolument très sympathique. Mais alors si Sheila est un homme, elle est un chirurgien esthétique, il mérite un prix Nobel de médecine, soit dit en passant. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, est-ce que ça déstabilise et quelle image ça renvoie de nous, en tout cas de la France, parce que forcément, le chef de l'État et son épouse, qu'est-ce que ça peut renvoyer comme information? Mais l'objectif, c'est de déstabiliser. Vous avez parfaitement raison. Luc l'a très bien dit, c'est la continuation d'une attaque politique par d'autres moyens qui deviennent de plus en plus nauséabonds. Il faut bien voir que c'est le couple, comme vous l'avez très bien dit, qui est visé, et Brigitte Macron elle-même, peut-être à cause d'un rôle qu'elle s'était assigné, peut-être. Mais elle est influente. Hein. Voilà. Mais quand vous dites déstabiliser, c'est quoi? C'est cacher les informations à fort, parce que cette information, elle a tourné tellement qu'elle a masqué énormément de choses. C'est quoi en fait? Non, mais c'est abîmer l'image de la France, du président de la République. Dieu sait s'il n'a pas besoin de cela pour s'abîmer lui-même, mais c'est une réalité. Alors ceci étant, le seul argument que je peux entendre, c'est les gens qui disent mais si c'est véritablement une mascarade, et c'en est une, à ce moment-là, elle a qu'à apporter la preuve en faisant sortir du bois la personne avec qui je crois qu'elle est confondue, etc., etc. Mais de toute manière, sur la position de principe, le président, dans un premier temps, a décidé de ne pas rentrer dans cette bassesse et donc de ne pas argumenter à cet écart. Il l'a fait. Allez, on continuera dans un instant avec respectons les personnes. Pierre de Montèche qui est déjà avec nous au 0826 300 300 et qui veut réagir. Juste après, François Luluce sera avec nous. On n'y croit pas. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Petit conseil. Alors, si vous envoyez un email confidentiel et un peu plus désagréable, et en plus un peu plus désagréable, pensez bien à cacher les adresses des autres. Ça peut servir. Ça peut servir, ça évitera les embouteillages. Allez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h30 ce soir.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table en face de Philippe David, Philippe Bilger bien entendu, Luc Gras, politologue, et puis on revenait sur cette information qui est quand même assez incroyable, sur le fait que Madame Brigitte Macron sera obligée d'apporter des preuves face à la justice américaine pour bien prouver qu'elle est une femme. Et pour réagir autour de cette table, Pierre qui nous appelle de Montèche. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Eh bien, moi je dis que, elle fait un test ADN, et puis voilà, et elle envoie tout le monde balader. Hein. Ah bah c'est sûr que ça c'est la reine des preuves, un test ADN. Voilà. On Voilà, est XX ou XY. Hein. Oui, et après, elle ne répond même plus. Ah, mais et l'influenceuse américaine, ça va lui clouer le caquet au lieu de continuer à tergiverser là. Voilà. Ça va lui clouer le caquet, mais il n'empêche qu'elle a d'une certaine manière gagné, puisqu'elle oblige le couple présidentiel à donner des preuves sur une accusation ignoble. Donc on n'a pas le choix. Hein. Non mais c'est vrai, soit elle le fait, soit elle renvoie tout le monde dans ses quartiers, elle répond même plus et ils se présentent plus nulle part à ce sujet-là. Non, parce que ce qui est dingue, c'est que je n'ai pas l'impression que sur les réseaux sociaux, ça offusque les gens. Non, mais alors je crois que j'ai fait un coup de gueule la saison dernière à ce sujet quand Candace Owens avait balancé ses histoires sur Brigitte Macron. J'en avais fait un coup de gueule de mémoire. Et j'en avais plein qui avaient mis que je racontais n'importe quoi, que je savais pas de quoi je parlais. Mais moi, j'ai pas de doute que Brigitte Macron soit Brigitte Macron et que ce soit une femme. Mais vous avez plein de gens sur les réseaux sociaux qui sont quand même globalement un cloaque pour un certain nombre de personnes. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Cécile, qu'on est tous d'accord là-dessus, qui vous disent ça doctement. Ils n'ont pas le moindre commencement de début d'idée, mais c'est comme toutes les idées les plus abjectes sur les réseaux sociaux. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'on attaquerait aujourd'hui un trans d'une manière ou d'une autre en disant justifiez bien que vous êtes une femme ou un homme. Tout le monde montrait au créneau. Brigitte Macron, pas de son, pas d'image. Il y a derrière tout ça, quand ça concerne le couple présidentiel, toujours un petit zeste d'opposition politique. Ouais. Je crois que ce qui concerne le couple présidentiel, vous l'avez très bien dit, n'indigne pas autant que ça devrait nous indigner. Oui, mais c'est une femme quand même, elle a une dignité. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai ce que dit Philippe. Il y a une part d'irrationnel, faut le dire. Non, mais une part d'irrationnel. Dès que le mot Macron est lâché, vous êtes sûr que les gens vont déjà être sur leurs ergots parce qu'il a fait tellement d'erreurs politiques, tellement de mauvais choix depuis 2017 qu'il y a quelque chose de cette nature-là. Excusez-moi, la dégueulasserie, c'est pas le bilan de la politique de Macron. On parlait de l'affaire Markovitch avec Pompidou. Pompidou avait un excellent bilan comme Premier ministre. Oui, mais c'est pas pareil. Oui. Ah bah si, c'est toujours de la rumeur dégueulasse qui sort sur la femme d'un homme d'État. Mais ce qui, je dirais, là, c'est la continuation aussi de tout ce qu'on a dit depuis le début, à partir de cette différence d'âge dans le couple présidentiel. C'est la continuation en plus dégradée. Vous le dites très bien, ils ne sont jamais sortis de cela, profondément. Mais c'est vrai que c'est un autre angle d'attaque, la différence d'âge. Mais pour dire les choses, il faut quand même savoir que les réseaux sociaux sont un vecteur important aujourd'hui d'information, mais de post-information. Mais en fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas la France. Non, mais ce n'est pas le peuple de France. Désolé, Philippe Bilger, vous disiez que ça n'avait rien à voir, mais l'affaire Markovitch, ça a beaucoup à voir avec cette histoire. Parce que vous mouillez quelqu'un. Non, mais on peut reprendre toutes les affaires dans les années précédentes. Non, mais celle-là, c'est quand même quelqu'un. Alors là, Macron, il est déjà président. Ça visait Pompidou avant qu'il soit candidat à la présidentielle, rappelez-vous bien. Et Pompidou, on a toujours voulu à De Gaulle de ne pas l'avoir soutenu dès le départ. Mais là, on savait, c'est une opposition politique. Des gens ont mis en place cette chose, ont prétendu qu'elle assistait. Mais moi, j'ai juste un truc, pardon, de revenir sur ça. Où sont les féministes ?
Où sont toutes ces... Ils sont jamais là quand il y a des causes. La cause de la femme n'est jamais défendue par les féministes. Ça se sait. Regardez les femmes. Attendez, en Afghanistan, les pauvres femmes, en Iran, etc. On ne les entend jamais. Non, mais ce qui est parfaitement insupportable dans l'affaire de cette Brigitte Macron, c'est que ça porte atteinte à son identité même. Ça vient bien au-delà des partis de jambes en l'air. C'est vraiment la personne même de Brigitte Macron qui est atteinte. Donc on peut ne pas avoir aucune sympathie pour cette personne. Le fait qu'on l'attaque de cette manière-là, c'est totalement dégradant au niveau humain. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est au niveau judiciaire, c'est que Candace Owens a déjà dit que ses boîtes de production n'étaient pas dans le Delaware, mais a priori elle avait tenu les propos dans le Delaware. Aux États-Unis, où pour des choses très vénielles, on peut prendre des millions de dollars de dommages et intérêts, je pense que le couple Macron a les moyens de se payer de très bons avocats de l'autre côté de l'Atlantique. J'attends de voir la condamnation que va prendre Candace Owens. Parce qu'à mon avis, vu la gravité des propos, la gravité de la rumeur, et surtout qui elle vise, la femme d'un chef d'État théoriquement ami des États-Unis, et la France a jamais été en guerre avec les États-Unis, si je ne m'abuse, et on est dans les mêmes alliances, l'Alliance Atlantique, etc. Je me demande quelle va être la décision de la justice américaine. Eh ben justement, on va attendre. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ça mettra fin à cette rumeur absurde, totalement absurde. Et même si c'était le cas, ça ne nous regarde pas, dans l'absolu. Voilà. Ça ne nous regarde pas, non. Tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. François-Louis Borneau, on n'y croit pas de quoi aujourd'hui? Alors là, tenez-vous bien. Ça se passe à Toulouse, dans une entreprise qui a fait une erreur plutôt cocasse. On parlait des emails tout à l'heure. Elle a répondu, l'entreprise, à 341 candidats en recherche d'emploi, sans penser à masquer les adresses email justement des candidats. Résultat de l'histoire, tous les candidats ont accès aux données des autres, mais pas de panique. Pour fêter ça, les concernés se sont donné rendez-vous au bar. Voilà, idée plutôt originale. Et il y avait quoi sur ce mail? C'était plutôt des mails importants, puisque c'était des réponses pour des demandes d'emploi. D'accord. C'était quand même... Qui étaient négatives ou positives? Je pense qu'il y avait un peu des deux, mais il y avait des réponses négatives malheureusement. Oh là. Donc du coup, on accueille Damien, qui fait partie des victimes de cette erreur, qui va nous raconter. Moi, Damien, je vous pose une question. Est-ce qu'il faut sortir dans les bars pour trouver du travail finalement? On nous dit parfois qu'il faut traverser la rue. Est-ce que là, c'est dans les bars qu'on trouve du travail? Bonjour à toutes les Bonjour Damien. Bonjour. Alors, est-ce qu'il faut aller dans un bar? Je sais pas, peut-être. C'est peut-être une solution devant l'engorgement du nombre de candidatures par rapport au poste. Bon, on sait que le réseau, ça sert toujours. Après, est-ce que c'est dans les bars que ça se fait? Ça reste à prouver. Mais en tout cas, nous, on va essayer d'en faire un moment convivial. Et donc, ça veut dire que vous avez reçu tous. Qui a décidé finalement d'organiser ce... D'abord, est-ce que vous avez été pris? Non. Bon, d'accord. En fait, les 340, c'est un email de refus. Ah bon, d'accord, c'est que des refus, super. Qui a organisé finalement ce rassemblement de dire, bah voilà, on a tous été rejetés, on va se voir? Qui a fait ça? C'est vous? Alors c'est pas moi directement, mais en fait on a reçu le mail et puis moi petit à petit je vois dans ma boîte mail qu'il y a des réponses à cet email, ce qui est assez bizarre. Et donc on se rend compte effectivement que tout le monde est en copie du même mail avec l'accès à toutes les adresses email. Donc c'est assez cocasse. On n'en veut pas à la RH ou à l'entreprise parce que bon, l'erreur est humaine. Mais nous en fait voilà, quand on est pris dans des centaines de candidatures et qu'on reçoit un email de refus, voilà, ça a permis un peu de décharger. Il y a eu quelques blagues et il y a quelqu'un qui a proposé, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas un apéro géant? Et donc, du coup, l'idée a été saisie au bon. On a créé un groupe WhatsApp. On n'est pas les 340 dedans, mais on est un peu plus d'une centaine. Et donc, voilà, on commence à organiser ça. C'est pas simple de rassembler tout le monde. Vous pourrez les remercier, l'entreprise. Damien, je connais bien Toulouse, un bar qui prend 100 personnes d'un coup en plus de ses clients. Vous êtes arrivé à le trouver? Ils vont être contents. Ils ont d'autres en plus, oui. Oui, ils seront. On a eu quelques propositions de bars, mais c'est encore en discussion parce qu'on ne sera pas 150. Hein. Évidemment, on n'arrivera pas à rassembler tout le monde, mais on est déjà une bonne cinquantaine. Et donc, on organise ça. L'idée, c'est de le faire le 1er octobre et on a une réunion informelle avec certains membres du groupe pour pouvoir trouver le point de chute. Bon, on a déjà la date, on n'a pas le lieu. Attention, vous êtes en direct à l'antenne, hein. Il peut y avoir du monde. Damien, je vous annonce que vous n'êtes ce soir plus 340, mais 339. Et vous savez pourquoi?
Parce que la personne qui a fait l'erreur a été remplacée. Non, oh non. mais non. Bon, en tout cas, franchement, c'est une erreur. Oui, puis c'est pas bien de faire le même mail à tout le monde, mais après, si ça nous arrive. Hein. Moi, il m'est arrivé de faire des erreurs personnelles presque plus graves. Ah oui. J'ai transmis des choses presque aussi libertines que le dodu. Mais pas du tout. Je ne transmets rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mon Dieu, en tout cas Damien, on espère que vous nous raconterez, savoir si ça s'est bien passé, si vous êtes devenus amis et tout ça, parce que je trouve que l'histoire était très très sympa. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, je vous en prie. À très bientôt. Merci François-Louis Bournoux, en tout cas pour cette information ça nous détend un peu avant le week-end. Le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. Donc de quoi parle-t-on? Eh bien, on va parler d'un joueur de foot. On va parler de Achraf Hakimi. Ah bah bien sûr. Heureusement que j'ai un spécialiste en foot. L'international marocain du PSG qui fait face aux assises. On a lu absolument, je dirais ce que j'en pense. Avec Philippe David. Un des responsables présumés de l'attentat de la rue des Rosiers a été arrêté. Et c'était en 82. Lugras. Il a été arrêté probablement par la police. Et moi, je vais parler de cette phrase abominable, la police tue. Quelle phrase insensée. Elle pourrait être élue au prix de la phrase politique insensée de l'année. Allez, 0826 300 300 jusqu'à 19h30. Vous pouvez être nos invités et débattre avec nos vraies voix tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et je rappelle que ce soir c'est 19h. 30, exactement. C'est important de le dire. Parce qu'il y a rugby. Il y a rugby. Le rugby. Il y a la famille le rugby. J'adore quand il dit ça. Allez, avec autour de la table Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger et Luc Gras. Tout de suite, le tour de table. Allez, la vedette, à table! Tu devais te comparer à une vedette de cinéma. À qui est-ce que tu te comparerais-tu? J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. Bah, je sais pas, moi je préfère quand même plus Robert Redford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Ah ouais, il y a des copains qui disent que tu ressembles un peu plus à Robert qu'à Redford. Le tour de table. De l'actualité. Et on ne sait pas à qui est destinée cette phrase, mais voilà. Philippe Bilger. Je remercie Philippe de m'avoir rappelé mon sujet. Achraf Hakimi. J'ai lu ma chère Cécile, mon cher Philippe. Je rappelle que c'est l'international marocain du PSG. Qui est très bon, un très bon arrière. Meilleur. Et dans Le Monde, ils ont fait une synthèse que j'ai trouvée très pertinente du réquisitoire de parquet de Nanterre. Et en voyant tout cela... Il est accusé de viol, on ne l'a pas dit, Philippe. De viol, voilà, absolument. Vous avez raison, ma chère Cécile. Vous êtes nécessaire à cette émission. Parfois, pas tout le temps. Et donc, c'est sûr que... il y a des éléments contre lui, mais la plaignante a également d'étranges attitudes par moment avec une amie. Et ce dont je suis persuadé, c'est que si le juge d'instruction renvoie Achraf Hakimi aux assises pour viol, eh bien, la défense aura du grain à moudre. Je n'en dis pas davantage parce qu'il peut faire valoir des arguments en défense de la même manière que, je l'espère, puisqu'elle a décidé de le poursuivre, l'accusation aura de quoi démontrer sa culpabilité. C'est tout de même ce même parquet qui, de la part d'un autre magistrat du parquet, avait écrit un réquisitoire que j'ai trouvé partiellement aberrant, qui a renvoyé un policier devant la cour d'assises pour meurtre. Rien n'est encore décidé, on verra bien. Philippe David. Ça fait quand même, aujourd'hui, on peut se prendre des accusations de viol dans beaucoup de cas. C'est quand même quelque chose de très dur. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des cas de viol, mais je pense que pour certains hommes Comment décerner le faux du faux? Comment décerner le faux du vrai? Parce que dans ces cas-là, certaines peuvent avoir envie de négocier, moyennant un gros chèque, le retrait d'une plainte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du complotisme de dire ça, c'est la stricte vérité. Je pense qu'on est bien d'accord. Et désolé, mais alors, je pense quand même que quand on va... Alors, c'est pas le cas d'Hakimi, je vais prendre d'autres cas exprès, d'accord? Quand on va dans la chambre d'hôtel d'un producteur, etc., et qu'on sait par exemple qu'il est assez porté sur la chose, on peut se douter que c'est probablement pas pour jouer au Scrabble. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, alors peut-être qu'on va me traiter d'horrible macho pour avoir dit ça, mais c'est quand même aussi une réalité. Et je dois dire que aujourd'hui, ça fait très peur dans nombre de cas. Parce qu'il y a eu des accusations. Moi, j'ai un de mes amis qui a passé 4 ou 6 mois, je sais plus, en prison pour un viol qu'il n'avait pas commis. Il a été totalement innocenté. Et je peux vous dire que ça vous brise une vie. Le gars. Moi, je voudrais simplement illustrer le fait que c'est pas par hasard. C'est-à-dire que le milieu du football, c'est un milieu qui est plein d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Les plus grands joueurs comme Hakimi touchent plus de 500 000 euros par mois, parfois même 1 million, parfois même plus, avec les sponsors, etc. Vous voulez dire que ce sont des proies, c'est ça? Donc, ce que je veux dire, c'est que ces affaires-là sont rarement avec des gens qui ont le SMIC ou des choses comme ça. Je ne connais pas le fond du dossier. On respecte notre justice. Elle aura à prendre position par rapport à cela, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut observer sans être un spécialiste. Ce sont souvent les gens riches qui sont pris dans des affaires comme celle-ci. Philippe David. Alors, moi, c'est un souvenir douloureux, l'attentat de la rue des Rosiers, je le rappelle, 9 août 1982, le restaurant de Joe Goldenberg, une grenade est jetée à l'intérieur, et ensuite les terroristes rafalent à l'arme de guerre, 6 morts, 22 blessés. C'était en 82, donc il y a maintenant plus de 40 ans, il y a eu 43 ans le mois dernier, et on a arrêté un des superviseurs de l'attentat, un Palestinien qui vivait très tranquillement en Cisjordanie. Et alors, je me pose la question, il était tranquille en Cisjordanie depuis des années, et bizarrement, on l'arrête 3 jours avant que la France reconnaisse l'État palestinien. Alors, est-ce que c'est histoire de dire, vous voyez, l'autorité palestinienne lutte contre le terrorisme, parce que je constate qu'il était quand même tranquille là-bas depuis des années, parce qu'il a 70 ans, il est né en 1955, donc on peut dire que l'eau a coulé sous les ponts depuis 43 ans. Je me pose aussi cette question, doit-on reconnaître un État qui abrite des terroristes qui ont fait couler le sang en France comme cet homme-là ? Moi, je pose la question. À mon avis, je vous donne la réponse. Et ma réponse, c'est non. Mais donc, cet attentat a été terrible. Parfois, on met très longtemps à retrouver des coupables. Rappelez-vous l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. On a mis des années à choper le Libanais qui était à l'origine de l'attentat. Excusez-moi, Cécile, parce que il y a 6 noms donc je ne veux pas qu'on les oublie. J'ai noté les noms des 6 personnes tuées. Je ne vais pas citer les 22 blessés. Ils s'appelaient Mohamed Benemou, André Esquianiego, Grace Cutter, Anne Van Zanten, Denise Gersh-Rossignol et Georges Demeter. Et rien que pour leur mémoire, je pense que c'était nécessaire de les citer dans ce tour de table. Vous avez bien fait, et il faudrait aussi discuter de la possibilité pour cette structure d'être un État, en dehors du fait qu'elle abrite à l'évidence quelqu'un qui, il y a longtemps, aurait dû être livré. Je crois, vous l'avez évoqué, mon cher Philippe, ça n'est pas un hasard, à mon avis, qu'on arrête cette personne 3 jours avant. C'est un peu gros. Plus gras. Oui, toujours des circonstances et des concordances qui sont quand même très curieuses avec la justice. Il n'y a pas que en Cisjordanie, aussi en France, avec l'affaire Fillon, avec les affaires, il y a quand même parfois des hasards du calendrier qui sont comme ça. Mais en tout cas, votre intervention, cher Philippe, et je vous en remercie, est une parfaite introduction pour ce que je voulais dire. C'est que les forces de l'ordre, la police tue, ça a été la phrase la plus insensée que j'ai entendue ces dernières années. Parce que quand on a vu les manifestations, d'abord c'est très violent, et la violence qu'on combat en étant soi-même violent, elle est toujours un peu suspecte. Mais ce que je veux dire, c'est que les 2 événements de hier, enfin du 18, de hier, et du 10, sont deux événements qu'on avait annoncés comme gravissimes, qu'il y allait avoir des débordements, etc. Et moi je pense qu'il est temps de rendre hommage à la police nationale et à la gendarmerie nationale, parce que ce sont des citoyens comme vous et moi qui s'engagent, des pères de famille, des mères de famille, qui ont des enfants, qui partent le matin, ils savent pas exactement ce qui va se passer, etc. Et grâce à eux, l'ordre républicain a tenu. Et donc, plutôt que de dire la police tue, je veux dire la police est un des rouages indispensables au respect de l'ordre républicain et au fonctionnement de notre démocratie. Tout démocrate doit être respectueux de sa police, pas seulement parce qu'elle organise et qu'elle préserve l'ordre public, mais parce qu'elle est aussi emblématique d'une société dans laquelle il y a des règles et des limites. Et s'il y avait plus de règles et de limites respectées, notamment par les acteurs politiques, eh bien notre pays fonctionnerait mieux.
Quelle sagesse, mon cher Luc. Vous manquez à cette émission. Mais non, mais sérieusement, je suis là et bien. Jean-Luc Mélenchon a dit que la police tuait. Antoine Léaumont a dit la même chose. Et alors que vous l'avez rappelé, les deux manifestations ont vu un maintien de l'ordre évidemment très relativement satisfaisant. Il y a toujours des bavures, mais ça n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de dire cette horreur que Bruno Retailleau souhaite les violences qu'il prétend combattre. Oui, mais c'est les retournements. Et c'est dommage parce que moi je fais pas partie de ceux qui clouent au pilori matin, midi et soir Jean-Luc Mélenchon. Il a des qualités, c'est un tribun, mais il avait un parcours qui était devant lui à la Mitterrand et il s'est abîmé avec notamment cette phrase-là. Moi je connais beaucoup de gens qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Cette phrase-là les a choqués. Alors le souci c'est qu'il n'y a pas que lui qui l'ait dit. Hein. Vous avez cité Antoine Léaumont. 90% de leurs députés l'ont dit. C'est pas les seuls. Parce que je trouve qu'on est un peu dur avec LFI parce que les écologistes disent en général la même chose. Mais comme ils le font sous couvert d'écologie, ça passe un peu mieux. On dit oui, ils aiment les fleurs, les arbres, etc. Donc ça passe un peu mieux. Donc ce n'est pas mieux. Et comme vous l'avez très justement dit Luc, ce sont des gens, moi j'en ai dans ma famille, qui se lèvent tous les jours et qui ne savent pas s'ils rentreront le soir. Et s'ils rentreront même un jour. Et qui veulent servir la République. Et qui servent la France, et qui servent nos concitoyens. Donc ceux qui leur crachent dessus sont quand même un peu faciles. Et d'ailleurs, je termine en un mot. En général, quand ils sont protégés par la police, ils ne disent plus la police tue. Non, bah non. Ce serait quoi à ce moment-là? Je dis ça, je dis rien. Quand ils sont victimes, ils réclament vite qu'elles viennent. Ah ben ça c'est clair. Absolument, absolument. Et c'est notamment ceux par exemple qui sont partis sur la flottille, les inénarrables flottilles là qui partent vers la Palestine, vers Gaza. C'est incroyable parce qu'ils en appellent aux forces de l'ordre. Ben oui. Ben oui, mon bon monsieur. Et ben parce qu'ils sont députés de la nation, ils l'ont pas oublié. Ces forces de l'ordre. Allez, dans un instant, l'info en plus, l'Albanie qui accueille sa nouvelle ministre des marchés publics, qui n'est autre qu'une intelligence artificielle. Vous avez vu ça? Bon, ben on va en parler dans un instant. 0826, ça les a bouche bée là. Ils séchés là, les petits là. C'est normal, ils ont une intelligence naturelle. 826, 300. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et les vraies voix du vendredi, Philippe David bien entendu, Friday Wear, François, non j'allais dire François, n'importe quoi, Philippe Bilger, Friday Wear aussi, non, Veste, pardon, excusez-moi. Avec Luc Gras, Veste, pareil, voilà. Alors, Philippe David moi j'ai mis une chemise, mais comme Philippe Bilger, la veste elle est dans le bureau. Mais il répond en plus comme si j'étais une maîtresse d'école. Oui maîtresse, mais moi j'ai mis un truc. La vôtre est beaucoup plus saillante, il y a un petit motif floral assez original. Allez, tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Je porte une cravate, pour ceux qui veulent savoir. François Libourneau. Le gouvernement français peine à trouver son gouvernement, je pense qu'on le sait. L'Albanie a peut-être trouvé une solution. Alors, présenté comme un outil de lutte contre la corruption, le pays des aigles a dévoilé ce jeudi sa nouvelle ministre des marchés publics, qui est entièrement, accrochez-vous, générée par l'intelligence artificielle. Son nom, vous le cherchez, elle s'appelle Diela, une ministre sans salaire, sans voiture de fonction, qui ne prend jamais de vacances, mais qui n'a pas pour autant créé l'unanimité chez les Albanais. Nathan Bonnet est avec nous, créateur de Polymia, la première intelligence artificielle à la prise de parole. Bonsoir, merci Nathan Bonnet d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, je me tourne vers Philippe Bilger et vers Luc Gras. C'est quand même assez hallucinant de créer un ministre virtuel pour éviter la corruption, puisque je rappelle quand même que l'Albanie est souvent parmi les pays les plus corrompus. Et comme l'Albanie vise une adhésion à l'Union européenne en 2030, j'imagine que ça va dans ce sens-là. Est-ce que vous permettez, ma chère Cécile, que je pose une
une question. Nathan, oui. Est-ce que, à votre avis, monsieur, dans la mesure l'intelligence artificielle n'est pas indépendante de l'activité humaine, est-ce que ça veut dire que en Albanie, il y aura forcément quelqu'un qui nourrira cette intelligence artificielle par de la substance politique ou c'est inconcevable que ça se passe comme ça? Alors c'est une très bonne question, mais en fait il faut déjà partir du principe qu'une intelligence artificielle elle est basée sur des milliers de données les unes avec les autres qui sont croisées pour pouvoir prendre des décisions les plus pragmatiques possibles. Et en l'espèce, donc pour prendre des décisions juridiques sur des marchés publics, ça peut être pas mal parce que comme elle a en tête tous les chiffres des dernières années, elle est capable à mon avis elle-même de remplir la meilleure solution possible pour toutes les affaires publiques. Et puis, dans un second temps, il y aura surtout des équipes qui vont pouvoir aussi, avoir moins de travail parce que l'IA va leur faire gagner énormément de temps. Et je pense que c'est surtout là-dedans qu'il y a beaucoup de positivité à ce genre de choses. Alors je me tourne vers Luc Gras, puisque l'opposition critique le fait qu'une ministre doit légalement être une personne physique et de natalité albanaise. Donc là, ça va causer un problème. Et la double question, c'est qui est responsable de ce qu'elle dit ? C'est ça peut-être, Luc Gras. Alors, l'intelligence artificielle, moi je trouve ça génial parce qu'en fait ça permet de prendre toutes les données et de trouver la solution. Sauf que là, le problème, ça laisserait à penser, c'est presque un aveu, que dans ce pays, il n'y a personne qui serait susceptible de ne pas être corrompu. Premier point. Deuxième point, c'est la question de Philippe, en fait, revient à demander, est-ce que un corrupteur qui met au point la machine, est-ce qu'il pourrait lui-même corrompre ce ministre incorruptible? C'est ça la question. Donc c'est un vrai problème. Moi je trouve que ce qui est symboliquement amusant là-dessus, vous vous rendez compte, l'humain en est au point de finalement essayer d'inventer quelque chose d'autre que lui-même, comme s'il y avait une sorte de péché originel que l'humain était forcément à vocation de corruption. Et ça, c'est quand même assez dramatique parce que je crois qu'un État peut être gouverné par des gens probes, humains et responsables. C'est de plus en plus difficile à trouver. Nathan Bonnet qui voulait réagir. Là où je voulais réagir, c'est qu'effectivement, là où je vous rejoins, c'est que le manque d'empathie de l'intelligence artificielle est qui est certain. Donc, elle va pas pouvoir prendre des décisions pour des cas qui seraient très spécifiques. Donc, elle pourrait être injuste de temps en temps. Ceci dit, pour des marchés publics, c'est pas le plus gênant. Allez. Exactement. Ce qu'on recherche là-dedans, c'est, à mon avis, ce que l'Albanie recherche, c'est d'avoir des comptes les plus propres possibles et les plus justes possibles. Et pour atteindre toute cette justesse, franchement, je pense que l'intelligence artificielle est une bonne solution parce qu'au moins, elle, comme vous le disiez dans l'introduction, elle ne prend pas de billets et de mallettes. Elle ne pourra jamais être renversée. Exactement. Merci beaucoup Nathan Bonnet, créateur de Polymnia et la première intelligence artificielle à la prise de parole. Allez, vous restez avec nous. Et si j'étais ministre ? Les vraies voix Sud Radio. Si j'étais même Premier ministre, quelle administration je supprimerais ? Jean-Pierre de Chatou est avec nous. Alors, vous êtes notre Premier ministre de ce soir. Quelle administration auriez-vous envie de supprimer, mon cher Jean-Pierre ? Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous vos chroniqueurs. C'est à vous, monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, pardon. Si j'étais Premier ministre, la première administration que je ferais sauter, moi, c'est Bercy. Bercy, ils nous ont créé 3 milliards, donc ils servent à rien. Ah non, 3 000. Pas 3 milliards. 3 000 milliards. Oui, pardon. 3 000 milliards de dettes. On aurait 3 milliards de dettes, ça irait. 3 450. Vous, Bercy, afuera. Donc c'est fini. Plus de Bercy, d'accord. Ils ne sont pas capables de contrôler nos finances. Ils créent des impôts de partout, ils nous taxent de partout et on a 3 000 milliards de dettes. Moi, je me pose la question, à quoi servent les gens à Bercy ? À prélever les impôts, moi je vous donne la réponse. Oui, mais bon, après, à mal dépenser. Et si vous avez une autre proposition ou pas ? Pour remplacer Bercy ? Non, mais pour de suppression. Une autre ? je sais pas, l'Assemblée nationale. Ah ouais, d'accord. Vous laissez regarder que le Sénat, alors. Vous avez des propositions très plausibles. et raisonnables. Peut-être pas l'enlever, mais je pense qu'on a trop entre les sénateurs et l'Assemblée nationale. Ah oui, la réduire, vous réduire le nombre. Les deux. Voilà, ça c'est autre chose. C'est clair. Ça c'est autre chose. Il faut vraiment revoir ça et puis
Voilà. Et demander à des gens compétents de diriger notre pays, parce que là, on est entouré d'incompétents, malheureusement. Alors que si vous avez envie de faire un peu de ménage dans votre entreprise ou dans votre vie, appelez Jean-Pierre. Voilà. Allez, merci. Merci, monsieur le Premier ministre Jean-Pierre de Chatou, d'avoir accepté cette invitation. Allez, tout de suite, Philippe, dans un instant, votre coup de gueule, vite. Oui, il serait bien que l'Église évolue avec son temps. Je sais que Philippe Deligère va pas être d'accord. Tout de suite, les incontournables de la copropriété avec Thomas Binet. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et puisque c'est la rentrée et que nous parlons ici de copropriété, eh bien on va réviser quelques notions sur le sujet afin de mieux comprendre justement tous les sujets que nous allons aborder tout au long de cette nouvelle saison. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, commençons par un concept simple, celui de l'eau. Et quand je dis l'eau, c'est LOT bien évidemment. Oui, concept simple en effet. Tous les immeubles placés sous le régime de la copropriété sont divisés en lots. Lots qui peuvent être constitués d'un appartement, d'un garage, d'une cave, etc. Chaque lot est la propriété exclusive d'un copropriétaire et est assorti d'une quote-part des parties communes. Les lots constituent ce que l'on appelle les parties privatives de la copropriété. C'est très clair, mais alors à ce propos quand même Philippe, quelle est la différence entre les parties communes justement et les parties privatives ? Les parties communes sont les parties de l'immeuble qui appartiennent à tous les copropriétaires ou tout du moins à plusieurs d'entre eux, tels que les escaliers, la toiture, les couloirs, le hall d'entrée ou l'ascenseur. Et les parties privatives sont les parties de l'immeuble qui appartiennent exclusivement à un copropriétaire, comme un appartement, une cave ou une boutique. Et le syndicat des copropriétaires, du coup, c'est quoi et ça sert à quoi ? Eh bien, c'est l'ensemble des personnes, des propriétaires, possédant des lots dans la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a la responsabilité collective, grâce à des organes de gestion que nous allons évoquer, de conserver l'immeuble et d'en administrer les parties communes. C'est comme une société, ce que l'on appelle une personne morale, par opposition aux personnes physiques que nous sommes, vous et moi. Et le syndic, Philippe, ça, tout le monde connaît quand même. Le syndic, on en a un peu parlé la semaine dernière, c'est la personne ou l'entreprise chargée de la gestion administrative et financière de la copropriété. Le syndic peut être professionnel, c'est le cas dans la plupart des copropriétés, ou non professionnel, un copropriétaire par exemple. Le syndic est dans la quasi-totalité des cas désigné par la communauté des copropriétaires réunis en assemblée générale. Et le conseil syndical ? Eh bien, le conseil syndical, c'est un groupe de copropriétaires qui sont généralement élus lors de l'assemblée générale pour, comme le dit la loi, assister le syndic et contrôler sa gestion. Ils servent d'intermédiaire entre le syndic et l'ensemble des copropriétaires. Et je précise, comme je le fais à chaque fois que j'évoque ce sujet du conseil syndical, que je considère qu'il est souhaitable que le syndic et le conseil syndical travaillent ensemble plutôt que l'un contre l'autre. On est en général plus efficace en utilisant ses forces plutôt qu'en se bagarrant. Ça, heureusement, c'est le plus souvent comme ça que ça se passe. Vous avez raison Philippe. Et nous terminerons aujourd'hui avec l'Assemblée Générale justement. Cette expression a une double signification. Elle désigne à la fois le moment où les copropriétaires se réunissent, mais également la réunion elle-même des copropriétaires, au moins une fois par an, pour prendre des décisions concernant la copropriété. Les décisions sont prises selon des règles de majorité qui sont prévues par la loi, majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Merci Philippe pour cet éclairage. Et vous savez, je vais vous proposer quelque chose, parce qu'on a une petite nouveauté à vous proposer, Philippe, et à nos auditeurs et nos auditrices. Vous avez une question sur la copropriété, vous rencontrez une difficulté dans votre copropriété, sur votre lot ou sur les lots justement communs, vous souhaitez avoir un conseil, nous venons de créer une adresse mail pour que vous nous posiez vos questions. Alors écrivez-nous à oser avec un z @sudradio.fr. Et bien nous vous apporterons avec Philippe Loiselet une réponse claire dans les prochaines chroniques. D'ici là, on vous retrouve vendredi prochain, Philippe, à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.
Et on va revenir dans un instant sur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, démissionnaire, qui réclame des peines de prison minimales et automatiques contre les auteurs de violences envers les forces de l'ordre, envers les soignants, envers les pompiers. Enfin voilà, donc la liste est un peu longue, Philippe. Oui, on vous pose donc cette question. Faut-il une incarcération immédiate des agresseurs de policiers, gendarmes, pompiers, magistrats et soignants, pour citer les corps de métier cités par Gérald Darmanin? Encore et toujours le même score. Vous dites oui à 90% sur Sud Radio. Vous voulez réagir? Venez nous le dire. Est-ce que vous pensez que ça doit s'appliquer également aux mineurs? Que l'excuse de minorité doit sauter quand on s'en prend à des personnes, à des membres des forces de l'ordre? On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Et ben voilà, vous êtes chauffé à bloc pour votre coup de gueule. Et oui, mon coup de gueule, j'aimerais bien que l'Église évolue un petit peu. Bah c'est maintenant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et tous les jours, vous nous réclamez Philippe Bilger. Donc il est là, il est venu. Mon Dieu. Bah oui. Appelez-moi Cécile. Luc Gras est avec nous et Philippe David, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h30 ce soir. Et tout de suite, notre ami Philippe David, il va parler. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village lointain, puisqu'il s'agit de Lima, capitale du Pérou. Pourquoi Lima? Parce que c'est au Pérou qu'est sorti hier le premier livre consacré au pape Léon XIV, un livre signé Elise Ann Allen, livre intitulé Léon XIV, citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle, qui inclut la première interview du pape récemment élu. Une première sortie au Pérou, celui qu'on appelait alors Monseigneur Prévost a été évêque diocésain de Chiclayo de 2015 à 2023. Dans cette interview, une chose en particulier a retenu mon attention, le refus d'ordonner des femmes diacres alors qu'une assemblée avait débattu de ce sujet en 2023 et 2024, Léon XIV affirmant, je cite, ne pas avoir l'intention de modifier l'enseignement de l'Église sur le sujet. Et je dois avouer que je ne comprends pas ce refus de l'Église d'ordonner des femmes fût-ce diacres. En quoi une femme ne pourrait pas assurer une messe, un mariage, un baptême ou donner la confession? Chez les protestants ou les juifs, des femmes peuvent être pasteurs ou rabbins, et la première femme imam a pris ses fonctions en France en 2019. De la même manière, pourquoi les prêtres ne pourraient pas se marier et avoir des enfants? Les pasteurs, rabbins et imams le peuvent. Pourquoi pas les prêtres? Pourquoi une personne divorcée ne peut pas se remarier à l'église alors qu'une personne, je vais prendre le cas extrême qui peut paraître absurde mais qui est vrai, qu'une personne devenue veuve après avoir fait passer de vie à trépas son conjoint le peut? Trois réflexions que je me fais depuis des années auxquelles aucun pape n'a apporté un début de réponse, Léon XIV comme ses prédécesseurs. Les papes n'ont pas apporté de réponse à vos interrogations, peut-être pour une raison simple, c'est que même si elles sont répétées, elles ne sont pas forcément pertinentes. Mais vous avez... Non, mais ma chère Cécile, et c'était brillant ce que vous avez dit, mais dans le temps qu'on a, je ne peux pas développer, et peut-être en serais-je incapable, la pensée fidèle à celle du pape, qui demeure dans mon esprit très conservatrice. J'ajoute que ce pape est dans la continuation en plus discret du pape François, qui, sur le plan des rites profonds et des changements radicaux de l'Église, demeurait très conservateur. En revanche, ce pape d'aujourd'hui est beaucoup plus net et clair sur le plan de la politique internationale. Je ne suis pas scandalisé par le rappel de ces règles fondamentales. Mais, encore une fois, je n'ai pas le temps de prendre toute la pensée de Vous avez encore un peu de temps, Philippe Bilger. Surtout qu'elle est très différente. Moi, sur le propos de Philippe David, j'ai envie de dire pas mieux. Merci. Voilà, parce que moi, j'ai quand même une difficulté avec l'idée suivante. C'est que le christianisme se veut une religion presque supérieure dans ce fait où il y aurait l'incarnation de Dieu en un homme qui est Jésus-Christ. Et donc, si on parle de l'incarnation en Jésus-Christ, je vois pas
quoi de mieux que de permettre à ce prêtre qui représente donc l'Église de vivre la vie des humains et donc d'avoir une épouse ou d'avoir une famille et ainsi comprendre mieux encore la condition humaine. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'incompréhensible, d'autant que chacun sait que les disciples à l'origine étaient mariés, avaient des enfants, etc. Donc c'est vrai que je pense que les catholiques ont beaucoup de qualités, mais comme tout le monde aussi des défauts, et ils ont une telle loyauté face à la structure d'État qu'est celle de Rome, qui fait qu'ils sont presque dans une incapacité de se mettre dans une position d'accueil des principes évangéliques précisément, et de pouvoir dépasser ces scories de l'ancien temps qui effectivement font un mal fou à l'Église, parce que les gens disent mais attendez, ce sont non, le seul don de sa personne, et j'en finis là-dessus, le seul don de sa personne à Dieu pour les gens qui sont croyants, eh bien, passe évidemment par l'incarnation des humains. Comme Cécile m'y a invité, moi, non mais vraiment sans rire, mon argument principal, et il est totalement discutable, c'est que à partir du moment où on fait rentrer des règles fondamentales dans le profane de la vie quotidienne, avec une importance évidemment tout à fait légitime qui pourrait être donnée aux femmes, on sort profondément du sacré et on l'ancre dans quelque chose qui ne relève plus de l'absolu dont j'ai besoin en tant que pécheur. Je comprends, mais vous voulez dire par là que le prêtre est un surhomme, il n'est pas un homme. Eh bien, j'aimerais bien qu'il soit un surhomme dans les circonstances. Ne lui demandez pas l'impossible, parce qu'alors ne vous étonnez pas qu'il dérape et qu'il parte dans des mauvaises attitudes. Vous multipliez les risques par cette attitude. Pas du tout. Au contraire, je lui fais connaître la chair, je lui fais connaître la vie, et je lui fais connaître ainsi la réalité, le réalisme. Vous lui faites connaître la chair. Ça lui donne des racines. Ça, c'est clair. Mais je suis entièrement d'accord avec Louis Gras, parce que je vous prends un exemple. Je viens d'une famille catholique pratiquante. Il y a un des prêtres qui a dû quitter son ministère parce qu'il avait une relation avec une femme de la paroisse, et il a été dénoncé à l'évêque par lettre anonyme. Moi, c'est bien ce que je vous dis, vous multipliez la chair. Excusez-moi, je préfère qu'il soit avec une femme plutôt que faire des choses avec les gamins après le catéchisme. Mais ça, c'est mon point de vue. Je serais étonné de savoir le nombre de prêtres qui ont fait vœu de chasteté tout au long de leur vie. Ils ne font pas vœu de chasteté, ce sont les sœurs. Les prêtres font vœu de célibat. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est pas un peu de l'hypocrisie là. Voilà, c'est vraiment de la... Voilà, Cécile, ça c'est comme la preuve de l'hypocrisie. Ce qui est intéressant dans le dernier propos de Philippe, c'est qu'il a besoin d'une fille, et ça je crois que c'est tout à fait respectable, il a besoin d'une figure au-dessus, et ça prouve peut-être qu'en matière spirituelle, il y a peut-être là quelque chose à faire grandir en vous. Mais Philippe Bilger, si vous avez besoin d'une figure, vous m'avez. J'en abuse déjà. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Il y a dans cette émission des débats à l'antenne, hors antenne. Lui, c'est physique, nous, c'est métaphysique. C'est très intéressant. Intéressant parce que ce débat sur la religion qui a continué hors antenne était assez passionnant. Donc, je vous remercie beaucoup. Et on en a conclu que Philippe Bilger était devenu un hérétique, finalement, dans les vraies voix. Vous êtes le corps, moi, je suis le corps du Christ. C'est ça. Allez, tout de suite, la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et allez-y. Non, allez-y. Ah, c'est trop tard, je vais le dire. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui on en soit à parler de ces deux jeunes suspects qui soient remis en liberté, Frédéric Monchot? Déjà, j'ai pas d'explication là-dessus, puisque comme tout le monde, enfin comme tous les policiers, même on va dire même une partie de la population est complètement dégoûté, déconcerté et surpris par une telle décision, parce que c'est le JLD qui a remis en liberté. Le JLD, juge des libertés. C'est ça, exactement, et qui a remis en liberté ces deux dernières personnes incarcérées. Donc forcément, c'est complètement déconcertant, et forcément, ça engage une colère des policiers. Les vraies voix Sud Radio.
Et suite à ces 2 agressions, Gérald Darmanin, garde des Sceaux démissionnaire, réclame donc des peines de prison minimales et automatiques contre les auteurs de violences envers, entre autres, des forces de l'ordre. Philippe. Alors, parlons vrai. Faut-il une incarcération immédiate des agresseurs de policiers, gendarmes, pompiers, magistrats et soignants? Ça a un peu monté puisque désormais vous dites oui à 91%. Ah oui, décidément. Vous êtes témoin, tiens, vous êtes policier, gendarme, vous avez été victime d'agression. Venez témoigner au 0826 300 300. Philippe Bilger. Alors, je renvoie à ce que j'ai pu dire mercredi, ma chère Cécile, sur l'assassin de Charlie Kirk. Parce qu'il faut bien voir, d'abord, je suis totalement d'accord avec cette proposition de Gérald Darmanin. Je ne serais nullement choqué si les agressions contre ces personnages officiels, vous les avez cités tout à l'heure, étaient immédiatement punis par de la condamnation ferme et de l'incarcération. Mais il faut bien comprendre qu'il y aura l'opposition des magistrats, ça me paraît une évidence, mais surtout, on changera radicalement de logique judiciaire. Ça voudra dire qu'on élimine le système français de l'individualisation de la peine, puisqu'il implique qu'on ne peut pas simplement s'attacher à la gravité du fait, mais qu'il faut tenir compte de la personnalité. Et si on tient compte de la personnalité, on ne peut pas édicter de manière automatique des peines fermes. Moi, je serais partisan, justement, d'éliminer ce système de l'individualisation des peines qui crée des distorsions et qu'on revienne à la pureté de la gravité de l'acte. Alors, moi, je suis entièrement d'accord aujourd'hui, parce que désolé, quand on voit ce pauvre policier se faire tabasser avec un qui filme doctement, sans aucun problème, ça lui pose aucun problème. Imaginons que le policier ait pris son arme de service et s'en soit servi. On aurait dit la police tue, la police est violente. Et là, le policier, lui, il serait probablement incarcéré, comme c'est arrivé pour le policier qui a tué Naël. Oui ou non? Oui, donc sûrement. déjà, ça me pose un premier problème. Le deuxième problème que ça me pose, c'est le sentiment d'impunité que doivent avoir ces voyous de la pire espèce, où maintenant ils rentrent dans leur quartier, ils ont t'as vu, on a défoncé les keufs et on est libre. Est-ce que vous vous rendez compte du message pour les autres de la même cité et partout en France? Parce que avec la radio, la télé, tous les nouveaux médias, l'internet, etc. C'est à Lille, c'est à Tourcoing, mais on le sait à Perpignan, à Hendaye et à l'autre bout de la France, à Menton, oui ou non? Donc le message de la justice est clair. Vous pouvez vous faire du flic, vous ne risquez rien. Et ça, je trouve ça mais ignoble et désastreux. Moi, je veux dire que la démocratie est bonne mère, qu'elle accueille tous. D'ailleurs, c'est pour ça que des peuples venus de tous horizons viennent en France. Mais la démocratie, elle est douce dans la forme, mais elle doit être extrêmement ferme dans le fond. Et toutes les mesures, on a compris aujourd'hui que toutes les mesures trop tardives, tout le laxisme n'est pas bon pour les personnes qui devraient justement avoir rencontré des oppositions. Donc oui, il faut. Moi, j'ai même été étonné par le sondage, 90%, 91%, ça devrait être 100%. Évidemment que n'importe qui. Je vous arrête. On a des commentaires. Et qu'est-ce qu'on fait aux policiers qui tuent des jeunes? J'ai vu un commentaire dans ce style. Donc. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un policier qui tue un jeune, il relève aussi de la justice. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas à faire de différence entre les policiers et les autres citoyens à ce niveau-là. Mais par contre, la fermeté absolue pour tous ceux qui commencent à rentrer dans la délinquance. C'est parce que on cogne fort au début qu'ils risquent de ne pas dériver. Et d'une manière générale, cette société qui est trop laxiste et qui laisse trop les jeunes, les enfants, les manifestants, les casseurs faire n'importe quoi et le soir se coucher dans leur lit, eh bien ne servent pas la République. Car la République, elle se construit sur des règles, sur des limites. C'est précisément ces limites qui font que l'on peut construire et faire société ensemble. Mais ce qui va entraîner, en tout cas, ce choc aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura plus de policiers, il n'y aura plus de pompiers, il n'y aura plus de gendarmes, il n'y aura plus d'infirmières. Qu'à un moment donné, les gens vont dire terminé. Dans certains pays du Sud, quand il y a quelqu'un fait un acte de délinquance, je parlais l'autre jour avec un chauffeur de taxi et me disait, vous savez, moi, dans mon pays, la personne qui fait ça, elle est arrêtée par la police, on n'en entend plus jamais parler. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mesure est tellement forte que la personne après, elle se tient tranquille. Alors nous sommes une démocratie, nous devons respecter les droits humains, bien sûr, mais les droits humains, ça correspond aussi à respecter tous les droits humains, y compris ceux des policiers.
Merci. Mais j'insistais, pardon, Cécile, sur le changement de logique judiciaire que ça implique. Mais c'est très bon ça. Il faut arrêter de faire de l'individualisation de la peine, car c'est un moyen de sortir les gens justement de la sanction. Et il y a des moments, quelqu'un qui tape un policier, il doit être sanctionné. Allez, tout de suite, l'idée, une bonne idée, une très très bonne idée. Les vraies voix Sud Radio. Et si on inscrivait le camembert à l'UNESCO? Pourquoi? C'est une très très bonne idée. Pour en parler, Dominique Vigneault est avec nous. Grand maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la confrérie des chevaliers du camembert. Et vous avez proposé, en tout cas, la confrérie des chevaliers du camembert organise donc le 20 et le 21 septembre le concours du véritable camembert de Normandie, ça c'est important de le dire, mais aussi vous voulez faire reconnaître le camembert de Normandie comme au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout à fait, tout à fait. C'est déjà une démarche qu'on a entamée, qui a été un peu freinée ces derniers temps parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quelques changements ministériels. Et que la première étape, c'est le ministère de la Culture et l'inscription à l'inventaire national. C'est un peu technique tout ça. Effectivement, la confrérie porte pour l'ensemble de la filière des camemberts AOP, donc du véritable camembert de Normandie, cette inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Mais c'est aussi, alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire ça? C'est parce qu'on est, le camembert c'est quand même le fromage le plus connu dans le monde, me semble-t-il. C'est un produit iconique, très représentatif de la culture française, et malheureusement un produit qui demande à être encore plus protégé qu'il ne l'est. Il faut savoir que le mot camembert n'est pas protégé. C'est ça. Ah oui? Non. Ouais. Ah bah là j'apprends une chose. Ben oui, ça date d'un arrêté de... Alors déjà en France, ça date de 1926. Puisque une cour d'appel a dit qu'à cette époque, comme on faisait après la Première Guerre mondiale, les poilus ont tellement aimé le camembert qu'ils sont rentrés en Alsace, en Provence, et sont mis à faire un fromage qu'ils ont appelé le camembert. Et la cour d'appel d'Orléans a dit, puisque ce nom est tellement répandu, on ne peut plus protéger le nom. C'est ça. Donc, voilà. C'est une façon pour vous aussi de préserver les savoir-faire, le terroir? Oui. On est sur un produit de territoire, c'est-à-dire la Normandie, mais on est aussi sur un produit de terroir. Et ce savoir-faire du camembert démarre depuis l'herbe en quelque sorte. En fait, le savoir-faire c'est de l'herbe à l'assiette en quelque sorte, puisque effectivement le cahier des charges du camembert AOP est très technique, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais il faut savoir ce qui se cache derrière. Il y a des choses qui sont très importantes et qui définissent effectivement ce qu'est un produit de terroir. Déjà avec des vaches qui doivent être au minimum pour 50% des vaches normandes. Alors c'est pas la noire et blanche comme dans la chanson. Non. C'est la marron avec des lunettes. Ouais. Oui. Comme Philippe David. Avec des cheveux. Je pense qu'il n'a pas la même forme. Je suis pas sûre qu'il produise du lait. Non, c'est pas du lait, c'est plus alcoolique. Faudrait voir les plis. Pour le lait, faudrait voir les plis. Par contre, j'ai le cuir solide. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ça veut dire que si le camembert a été donc reconnu, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un tarif spécifique? Est-ce que ça va faire augmenter le prix forcément? Non. Ce qui fait, le problème des produits du terroir, mais c'est pas que le camembert, je dirais, c'est à peu près tous les fromages de façon générale. C'est qu'il y a beaucoup de travail derrière. On s'en rend pas compte. On a une boîte ronde dont le produit pèse 250 grammes. On se rend pas compte de toute la qualité de travail qu'il y a derrière. Depuis effectivement les exigences qui sont mises sur les animaux. Les animaux ont l'obligation, on a l'obligation de les mettre en prairie. Oui. Donc derrière ça aussi, c'est des choses importantes parce que ça veut dire qu'il faut des prairies. Ah oui. Vous me posez une question. Grand maître, j'ai été mis en minorité tout à l'heure sur un sujet très grave. Et là, je vous pose une question un peu provocatrice. Pardonnez-moi. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est faire tout de même beaucoup d'honneur à un produit exceptionnel, j'adore le camembert, que de vouloir l'inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité? Est-ce que ça vous paraît logique?
Alors, je vais d'abord vous retourner un peu la question. Est-ce qu'il vous paraissait logique que la baguette de pain était elle-même inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO? Non, je crois qu'il est... Avec du camembert, ça doit être bon. Bon, c'est génial. Non, moi je crois qu'il est au contraire très important que effectivement des produits qui sont des produits emblématiques soient inscrits au patrimoine de l'UNESCO, parce que sinon, comment vous dire, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et l'avenir peut amener des choses dont on n'a pas envie. Voilà. Et puis c'est français. Moi, je suis français. Non, puis il y a autre chose, c'est qu'il m'a semblé, ce dossier-là, ça fait un certain temps qu'il existe, la reconnaissance du camembert. Oui. Mais il me semble qu'il y a aussi, en voulant justement cette reconnaissance, préserver le savoir-faire et tout ce que vous avez bien décrit tout à l'heure, parce qu'il y a aussi la possibilité de concurrence de produits étrangers qui n'ont pas cette excellence. C'est aussi ça. C'est pas pour augmenter le chiffre d'affaires, c'est pour préserver le camembert français. Dominique Vigneault, on a plus. Je suis entrée dans une fromagerie il y a quelques mois. On a plus le temps. Je demande un camembert. On me demande si je veux un camembert français ou un camembert de Buffala. Ah ben voilà, c'est ça. Vous avez tout dit, Dominique Vigneault. Merci beaucoup, grand maître. J'adore. Vous allez m'appeler comme ça maintenant. Dans la confrérie des vraies voix, c'est bien. Philippe Bilger adore se faire appeler comme ça. Grande maîtresse, ça pourrait être en Ça y est, une dénigre. Présidente de la confrérie, s'il vous plaît, des chevaliers du camembert. Et on espère que ça va passer. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Merci.